Et quelqu'un qui va commencer par s'intéresser aux sciences, bien sûr, tout naturellement, et il commence avec une thèse brillante sur les très hautes altitudes aux États-Unis. Alors, quand les météorologistes voient ça, ils sautent au plafond parce que nous, quand on parle de très haute altitude en météorologie, on est à 25, 30, 40 km, 45 km, c'est vraiment très très loin. Par contre, lui, s'intéressait aux altitudes de 12 000 km. Donc on est au-dessus de la ionosphère. Ensuite, il rentre au CNRS, puis au CNET, au Centre national d'études des télécommunications. Il va diriger rapidement le service d'aéronomie. Et puis ensuite, il est attiré par les très basses latitudes et il arrive à Toulouse. De Paris, il saute à Toulouse. Et il va animer donc ce laboratoire qui est le CESBio, qui s'occupe notamment de tout ce qui est interface et connaissance du couvert végétal. Et puis, il va terminer une brillante carrière de chercheurs comme directeur adjoint du directeur du Centre national de recherche météorologique à Météo France. Donc un très beau profil, un très beau sujet, vous verrez très surprenant. Et sans attendre, je passe la parole à Joël Collado pour la météo du jour, du temps passé et du temps qu'il va faire. Merci Guy. Alors j'espère que tout le monde a écouté le bulletin à France Info avant de venir, comme ça j'ai pas... comme ça c'est fait. Non, je vais essayer de vous présenter un peu le temps qu'il fait. Et on s'est pas vu depuis le mois de décembre pour certains, et vous avez vu que depuis le mois de décembre, on n'en sort pas, il pleut tous les jours. Sauf le 30 janvier, je crois, où on a eu une journée printanière. À part ça, il pleut tous les jours. Alors quand est-ce que ça va s'arrêter? On va essayer de voir si effectivement ça va s'arrêter un peu. Pour l'enneigement dans les Pyrénées, vous avez vu ce qui s'est passé. On en est à des cumuls sur la saison, dans certaines stations qui atteignent 10 mètres. En cumulé, et actuellement, la moyenne à 2000 mètres, c'est autour de 4 mètres de neige, entre 4 et 4 mètres 50 de neige. Je pense qu'on ne va pas manquer de neige pour les vacances de février. Peut-être qu'il y en aura même un peu trop avec les risques que ça comporte pour aménager les stations. Donc, on va revenir à ce que j'aime bien faire, c'est regarder un peu la Terre vue de 36 000 km d'altitude, en sachant que peut-être demain, on n'aura plus de satellites géostationnaires, puisqu'il y a il n'y a pas l'astéroïde qui va passer là, à 27 000 km. Demain matin à 8h, je crois, alors qu'il faudra surveiller si on reçoit toujours des images satellites, parce que ça passe à peu près au niveau de l'orbite des géostationnaires. Alors, est-ce que ça va déformer la Terre? Je ne crois pas. Est-ce que ça va emmener un satellite? Apparemment, il passerait dans l'océan Indien. Donc, on serait un peu à l'écart de cette perturbation. Donc, voir que la Terre est ronde, qu'il y a plein de nuages à la surface de la Terre, qu'on retrouve ici ce que l'on peut appeler l'équateur météorologique, qui est cette barrière de cumulonimbus qui s'étend de l'Amérique du Sud à l'Afrique, et où vous avez ici l'ensemble des cellules convectives qui représentent cette zone de convergence que l'on retrouve ici, qui est l'équateur météorologique, avec une petite rupture ici, et puis ici une activité orageuse qui est beaucoup plus marquée sur l'Afrique du Sud, marquée également du côté de Madagascar, et on ne voit pas, mais il y a l'île de la Réunion qui est ici, mais il y a un cyclone qui s'appelle Guéno, qui est par là sur le large de l'océan Indien, mais qui ne va pas toucher cette fois-ci l'île de la Réunion. En remontant vers le nord, on retrouve notre traditionnel train de perturbation. Ça fait déjà des mois et des mois que ça dure, avec une perturbation qui est passée, celle qui est passée lundi chez nous, là, qui a donné le coup de vent. Il y a eu 155 km/h à Messanges, il y a eu de la grêle, il y a eu des grosses averses. On retrouve cette perturbation maintenant sur la Croatie, sur la Grèce et en partie sur la Turquie, avec beaucoup de mauvais temps et beaucoup d'orages. Et puis la nouvelle d'aujourd'hui, là, qui est arrivée, là, qu'on voit ce matin, c'est une image de ce matin, que l'on voit ici, qui est sur le nord des îles britanniques et qui vient s'enrouler au nord de l'Écosse dans un superbe minimum. Alors quand on anime, l'autre particularité, c'est qu'on voit que le soleil se lève à l'est. Et que maintenant, on commence à éclairer un peu plus l'hémisphère nord, même si l'hémisphère sud est un peu plus éclairé que l'hémisphère nord. Donc les jours commencent à rallonger. Donc on s'approche lentement, mais sûrement du printemps. C'est encore loin, mais on y arrivera. Et on peut voir défiler ces systèmes perturbés que l'on voit ici sur la France, qui a traversé une grande partie de la France aujourd'hui. Et cet après-midi, la convection qui reprenait au niveau de cette partie équateur thermique. Et là, il y a de la réserve encore. C'est un peu le bazar, c'est un peu très compliqué. Je vais vous montrer sur les modèles, mais c'est extrêmement complexe ce qui se passe actuellement sur l'Atlantique. Alors que se passait-il chez nous aujourd'hui?
L'image radar vous montre l'arrivée de cette perturbation qui a donné des précipitations ce matin. Je dis précipitations parce qu'il y avait un peu de tout. Ici, c'était de la pluie. Ici, c'était de la pluie. Et toute cette partie-là, c'était de la pluie qui tombait sur des sols froids. Donc on a eu pratiquement du Massif central jusqu'au Nord-Pas-de-Calais du verglas, des pluies verglaçantes. Donc avec un nombre d'accidents sur les routes très impressionnant, à peu près une 50 à 60 par département concerné, quoi. Donc beaucoup d'accidents avec cette zone de pluie verglaçante qui se décalait lentement vers l'est. Alors bon, forcément l'animation va s'arrêter là. Donc il y a le front qui passe et devant il y a cette perturbation. Parce que ce matin, je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin, je pense que moins 20 sur les plateaux du Jura et plus 12 degrés à Biarritz. Donc il y avait 32 degrés d'écart de température entre l'Est et l'Ouest ce matin. Donc il y avait moins 15 côté Colmar, moins 16 en Moselle. Donc il y avait une poche d'air froid très importante ici. Et à Paris, on était autour de 0-1 degré. Donc quand les précipitations sont arrivées, elles ont été par moments verglaçantes. Et là, on peut voir sur l'image satellite le déplacement de cette perturbation sur les images visibles, qui permet de voir son déplacement avec ici une partie active très importante, ce qui donne les précipitations les plus fortes que l'on retrouve sous forme d'averses, sur ce noyau un peu jaune-orangé. C'est la partie la plus active. Alors, la particularité, c'est qu'on peut voir cette zone noire ici, c'est l'ombre portée du nuage sur la couche nuageuse d'en dessous. Et on voit bien le front très très marqué sur cette image satellite. Alors, on voit très bien également les Alpes enneigées. Les Pyrénées, on les voit moins bien parce qu'elles sont un peu prises par les nuages. Mais ce qu'on voit par contre assez bien, c'est les ondes orographiques derrière le massif des Corbières, derrière les Pyrénées-Orientales ou derrière le massif central. Tous ces petits traits ici qui représentent un peu une empreinte de doigt, ce sont les ondes orographiques. Et dans le sommet de chaque ongle se développent des systèmes nuageux qui bougent apparemment pas. Donc une onde orographique très marquée, ce qui veut dire qu'il y avait du vent assez marqué sur la partie pyrénéenne et sur la partie massif central. Donc ça, c'était le temps d'aujourd'hui. Que va-t-il se passer dans les prochains jours ? Alors, une bonne nouvelle, c'est la fête des amoureux, j'espère des amoureux de la météo aujourd'hui. Donc je vais vous annoncer quand même une bonne nouvelle, il ne va pas pleuvoir ce week-end, vous vous rendez compte ? Il ne va pas pleuvoir ce week-end. Alors voilà, là, j'en suis où là ? Voilà, samedi, vendredi. Ça c'est aujourd'hui. Ça c'est non, c'est la semaine prochaine. Ça c'est aujourd'hui. Ouais. Donc voici la modélisation de la perturbation que vous avez vue en réalité. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était des images réelles. Là, c'est des images qui sont calculées par le modèle. Donc c'est le déplacement des systèmes perturbés vu par le modèle CEP de ce matin. Donc on avait bien cette zone précipitante qui s'étendait du nord de l'Écosse jusqu'à la pointe bretonne. Et devant, ce qui apparaît en rouge, c'est la neige. Donc le modèle spécifiait bien que cette partie à l'avant de la perturbation, c'était de la neige ou des pluies verglaçantes, enfin des systèmes assez complexes que l'on a eu effectivement. Alors ça, c'est l'évolution pour ce soir, dans la nuit. Il va encore pleuvoir ce soir dans le courant de la soirée. Il va essentiellement neiger sur les régions de l'Est. Et puis vous voyez derrière, il y a ça là. Ça, il y en a plein qui connaissent. Les Belges, ils disent que c'est une crête et nous, on dit que c'est une dorsale. Donc ça, c'est une dorsale qui est en train de se développer, le mauvais temps de lundi qui est là, le mauvais temps d'aujourd'hui qui se déplace là, et la dorsale qui commence à se développer pour demain, en sachant que dans la journée, ils vont encore traîner quelques petites précipitations, mais là, on est en train de comprimer, là, on est en train de faire monter les pressions, et donc on va désagréger un peu l'ensemble des nuages. Pour la journée de vendredi, ça ne sera pas encore terrible, mais vous voyez, samedi, ça y est, on est parti. On est parti. Le mauvais temps est là. Le mauvais temps est là. Mais on a une forme d'oméga qui se met en place là. Un système avec un trou ici, puis une bosse par là. En général, ça tourne mal. Vous allez voir pour la suite. Ça, c'est samedi. On part sur les bonnes nouvelles. Samedi, il fait beau. Dimanche, pareil. Il fait beau. Lundi, qui c'est qui a dit qu'il faisait beau ? Il a téléphoné à Météo France. Regardez là comment ça se pince. Vous avez des tuyaux. Il y a l'air froid qui vient s'enfoncer un peu plus par là, qui vient ici, et ça commence à pincer la dorsale ici. Là pour dimanche après-midi, on est dimanche après-midi là. Et lundi, ça y est, on a bien pincé. On a tellement pincé qu'on a coupé quoi. Et donc lundi, la zone de haute valeur, c'est-à-dire la zone de haute valeur en altitude, en tout cas, elle remonte vers le nord de l'Écosse. Et là, vous avez de l'air froid qui vient glisser sur l'Europe centrale, et puis les perturbations océaniques qui commencent à rentrer sur l'Espagne. Et donc lundi, voilà, on a remis.
on a remis une couche. Alors ça, c'est une solution. Hier, c'était pas cette solution-là. Chaque run du modèle, il y a des solutions différentes. Il y a une certaine instabilité sur la partie Europe occidentale. Malheureusement, c'est chez nous que réside l'instabilité du modèle actuellement. Et tous les jours, on a un scénario un peu différent. Mais hier, on était parti sur 5 jours sans pluie. Et là, maintenant, on n'est plus qu'à 2 jours. Alors d'ici que demain, on ne sera plus qu'à 1 jour. Donc globalement, le week-end, c'est bon. Et après, bon, voilà, après, on est coincé. L'anticyclone est là-haut. Et on se retrouve avec une circulation perturbée plutôt en basse latitude. Sur la partie nord de la France, ça ira mieux, ça sera froid et sec. Et sur la partie sud, ça sera plutôt pas trop froid, mais très humide, quoi. Mardi, mercredi, ça devrait s'arranger. Mais ça ne faut pas prendre ça à la lettre. Et puis là, après, là, il y a une grosse advection froide qui se produit avec de la neige à basse altitude encore sur le nord-est pour la deuxième partie de semaine. Jeudi, voilà. Ça, c'est un système dépressionnaire ici, l'anticyclone qui est là, c'est l'anticyclone des Açores, celui-là, il est là-haut. Un minimum sur l'Italie, puis un gros système perturbé sur l'Atlantique, quoi. Et là, pour vendredi prochain, c'est pas bien parti. On était très optimiste en début de semaine, mais la plupart, quand on regarde la plupart des runs des modèles, ont tendance à faire revenir, après ce bref épisode de week-end, qui serait un épisode plutôt doux et plutôt sec, à faire revenir de l'air froid avec un temps perturbé au niveau des latitudes les plus basses, c'est-à-dire au niveau du sud de la France, quoi. Donc quoi qu'on fasse, a priori, on ne s'en sortira pas encore. Donc il va falloir être patient, parce que là, on en est à combien on est le combien, le 13 ouais. Le 14, je crois qu'on est à plus de 40 mm à Toulouse. On a déjà le mois, là, en 14 jours. Le mois de février, on a déjà le mois en 14 jours, là. Janvier, on est à 200 ou 300, 250% de la normale. Donc on a largement ce qu'il faut. Donc voilà, pour l'instant, j'ai juste le petit créneau du week-end, profitez-en. Et montez pas trop au nord, parce que si vous montez au nord, si vous avez un anticyclone qui vient après le passage d'une perturbation comme ça écrase l'humidité, et on va se retrouver au nord de la Loire avec des stratus persistants tout le week-end. Donc c'est au sud de la Loire que ça va pouvoir devenir un peu plus sec, très provisoirement. Donc voilà pour la présentation de... Si vous avez des questions tout à l'heure, on pourra y revenir si vous voulez. Donc ça manque pas de neige, ça manque pas d'eau, mais ça manque de soleil. Donc maintenant, on va voir si effectivement on pourrait pas faire quelque chose avec faire tourner la Terre. Faire tourner la Terre pour changer un peu les creux et les bosses. À toi, Pierre. Merci. Oui, je vais changer. Bon, bonjour. Merci, Joël. Bureau des longitudes, vous devez vous demander quel rapport il peut y avoir entre le bureau des longitudes et la météorologie. Alors, juste deux mots, le bureau des longitudes a été créé par l'abbé Grégoire, après un fameux discours de l'abbé Grégoire en 1795, essentiellement pour essayer de prendre la prépondérance de la navigation sur les océans aux Anglais. Mais, et puis, la première équipe du bureau des longitudes est celle qui a mis en place le système métrique. C'est quand même une référence. Bon, et l'atmosphère là-dedans, eh bien, le bureau des longitudes avait été également chargé de la météorologie. Il est clair qu'à cette époque, la météorologie, ça voulait dire relevé météorologique. Et finalement, c'est Le Verrier, donc 50 ans plus tard, en gros, qui était membre du bureau des longitudes et directeur d'observatoire de Paris, qui a mis en place le premier service de météorologie. Donc il y avait bien un lien, et ce lien, on l'a toujours gardé. On a toujours eu parmi nos membres des membres de la météo, le dernier en date étant André Lebeau, qui a été donc directeur général de la météo. Alors, je vais essayer de vous dire qui fait quoi, parce qu'il est clair que ma participation personnelle est quasiment nulle dans le sujet que je vais vous traiter, mais donc j'ai emprunté à ceux qui savent. J'essaierai de vous rappeler quelques éléments des perturbations liées au système solaire, parce que c'est donc des perturbations de l'orbite de la Terre et de la rotation de la Terre. Un mot sur leur impact sur le climat de la Terre,
également le terme très important des marées, donc les marées lunisolaires, et puis leur impact sur le couple Terre-Lune. Et puis j'en arriverai à la rotation de la Terre perturbée par les fluides et les processus géophysiques. Alors, qui fait quoi? Les pionniers dans le domaine de des perturbations de la rotation de la Terre dues à l'atmosphère, dues aux fluides géophysiques, puisque bien avant, on connaissait les perturbations dès l'Antiquité, la précession des équinoxes était connue. Donc là, je me concentre sur l'aspect perturbation due à l'atmosphère. Eh bien, c'est Kurt Lambeck, un chercheur, un professeur australien, qui a d'ailleurs séjourné pas mal de temps en France, à l'Observatoire de Paris, mais également à Toulouse, et Annie Cazenave, une personne que vous devez certainement connaître sur Toulouse, puisqu'elle elle est chercheure du CNES à l'Observatoire Midi-Pyrénées, mais elle est également membre de l'Académie des sciences et membre du Bureau des longitudes. Et cette année, elle a une chaire du Collège de France. Donc, c'est une personne très importante dans l'étude des phénomènes dont je vous parlais. Alors, autre point important, en 1988, la transformation de ce qui était le Bureau international de l'heure, donc avait été à l'origine créé par le Bureau des longitudes, en service international de rotation de la Terre. Ça correspondait à une époque où on abandonnait en quelque sorte la rotation de la Terre comme référence temporelle, compte tenu justement des irrégularités de rotation de la Terre, pour passer au temps atomique. Enfin, on y était passé déjà depuis quelques années, en 88. Je cite ensuite Christian Bizouard, c'est un jeune chercheur qui vient de passer son habilitation à diriger les recherches et qui s'est énormément investi dans ce domaine. Et une grande partie des travaux que je présenterai lui sont redevables. Et puis, autre point important, les centres internationaux de prévision météorologique, le NCEP aux États-Unis et le Centre européen de prévision à moyen terme, météorologique à moyen terme, à Reading en Grande-Bretagne. D'ailleurs, nous avons dans la salle de brillants anciens du CEPMMT. Alors, le Soleil et les planètes du système solaire influent sur l'orbite de la Terre et sa rotation. Je vais essayer de rappeler en quelques mots ce qui se passe en termes d'excentricité de l'orbite de la Terre, d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, de précession et de nutation. Alors, là, vous voyez donc représenter la Terre avec l'obliquité qui est donc l'angle que forme l'axe de rotation de la Terre avec le plan de l'écliptique, plan dans lequel circule la Terre, plan dans lequel se situe donc l'orbite de la Terre. Alors, les principaux effets. Vous avez en haut le fait que la Terre donc, se déplace sur parcourt une ellipse, mais cette ellipse, compte tenu des autres planètes du système solaire, n'est pas constante dans le temps. Son excentricité varie entre 0, c'est-à-dire une orbite circulaire, et 0,06. Donc des variations importantes, des variations significatives qui vont avoir un effet donc sur l'éclairement de la Terre et sur les climats en particulier. Deuxième point, vous avez l'obliquité de la Terre. Alors on a une situation assez particulière. On a une obliquité moyenne de 23,5 degrés. Donc c'est l'angle que fait l'axe de rotation de la Terre avec le plan de l'écliptique. Mais contrairement à la plupart, et je reviendrai sur ce point un peu plus tard, des planètes du système solaire, les fluctuations de cet axe de rotation ne représentent que
1 degré, plus ou moins 1 degré, autour de 23,5 degrés. Alors que d'autres planètes voient leur axe de rotation fluctuer de manière beaucoup plus importante. Et là, on retrouve des périodicités sur les fluctuations donc, de l'obliquité de la Terre de 40 et quelques milliers d'années. Alors, dernier point, la précession des équinoxes, comme je vous le disais, connue depuis l'Antiquité. Il s'agit, l'axe de la Terre garde cette fois-ci un angle fixe par rapport au plan de l'écliptique, mais l'axe décrit un cône. Il tourne et pour vous donner... Alors, ce mouvement de précession, en fait, est dû au fait que la Terre n'est pas une sphère parfaite et qu'il y a un couple qui s'exerce sur le renflement équatorial de la Terre. En fait, il se passe quelque chose de tout à fait comparable à ce qu'on connaît sur les satellites artificiels qui sont lancés autour de la Terre, qui voient le plan de leur orbite tourner en fonction du temps. C'est pour les mêmes raisons. Et là, on a des périodes qui varient entre 23 et 19 000 ans. Alors, un peu de détails sur ces précessions-nutations. Donc, on a la précession avec on a indiqué là 25 800 ans de période. Sur ce phénomène de précession s'ajoutent des petites oscillations qui sont en particulier dues à l'influence de la Lune. Donc on retrouve des périodes de 18 ans, de 13 jours et de 182 jours. Il s'agit de ce qu'on appelle la nutation. Alors cette précession de l'axe de la Terre a un rôle important sur on parlait de précession des équinoxes, dans la mesure où l'orbite de la Terre dans son déplacement autour du Soleil fait que la date du printemps se déplace progressivement sur cette orbite et typiquement la Terre passe de décembre aux proximité du périgée, donc du point le plus proche du Soleil, à juin en 11 à 12 000 ans. Donc actuellement, la Terre est au plus proche du Soleil aux alentours du mois de janvier, ce qui a donc une importance sur le climat de la Terre. Alors, un point sur cet impact des paramètres astronomiques sur le climat de la Terre, et je cite donc le Serbe Milutin Milankovic, qui a suggéré que l'insolation en été des hautes latitudes de l'hémisphère nord est un paramètre critique pour la succession des cycles glaciaires et interglaciaires. Ainsi, des étés froids permettent la persistance des hautes latitudes de l'hémisphère nord de neige hivernale, et ces neiges donc subsistant réfléchissent, donc c'est l'albédo, plus l'énergie solaire, ce qui fait que le refroidissement initial est accentué, ce qui a conduit à une accumulation progressive de neige. Et les hautes latitudes de l'hémisphère sud sont dans une situation différente puisqu'elles sont englacées, enfin l'Antarctique est englacée, et Guy Lachaud le sait bien puisqu'il a l'habitude d'aller faire un tour de ce côté-là. Donc sont englacées de manière permanente, donc le même phénomène ne joue pas aux latitudes de l'hémisphère sud, mais une fois que le processus de glaciation est engagé, c'est bien sûr toute la Terre qui subit ce phénomène. Alors pour l'illustrer, vous voyez la courbe du rayonnement solaire à 65 degrés nord, entre donc moins 240 000 ans et maintenant, au cours de l'été, et vous voyez en dessous la température
déduite des carottes de glace à partir du rapport isotopique de l'oxygène, et on voit clairement qu'il y a une corrélation entre les différentes variations, avec des amplitudes qui sont différentes, hein, mais on retrouve très bien la corrélation entre les deux courbes. Et on voit en particulier une chose, enfin qui est bien connue, mais c'est peut-être pas mauvais de le répéter, c'est que le passage d'une époque tempérée comme celle qu'on connaît actuellement à une époque glaciaire se fait sur une différence de 6 degrés. Donc on parle actuellement de fluctuations climatiques de l'ordre de 0,6 degrés pour le siècle dernier, à peu près. 0,6 degrés sur une telle amplitude, c'est important. Alors maintenant, deuxième phénomène, le phénomène des marées, le rôle de la Lune et du Soleil. Alors je rappelle, mais je pense que vous êtes beaucoup à connaître ce phénomène, mais je le rappelle rapidement. On prend la Terre, supposons que la Terre soit entièrement entourée d'océans, et si on prend un astre, la Lune par exemple, la Lune ou le Soleil, donc cet attracteur va attirer, compte tenu de la loi de la gravitation qui est en carré de la distance, va plus attirer le point A que le centre de la Terre, que le point A'. Il en résulte donc un allongement en quelque sorte de la bulle d'eau en forme de ballon de rugby, et ça donne ce phénomène de marée dominante de 12 heures. Approximativement 12 heures. Alors, un effet important de du phénomène de marée dû à la Lune est illustré sur ce diagramme. On voit que la Terre va tourner en 12 heures du point A au point A', hein, et pendant ces 12 heures, la Lune elle-même n'aura fait qu'un faible déplacement, puisqu'il faut, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est bien 27, 29 jours pour... bon. Et donc, les océans étant attirés par la Lune, on voit que la Lune tend à retenir les océans et donc à freiner en contrepartie la rotation de la Terre. Et ça aboutit au fait, qui est bien connu et mesuré de manière très précise, d'un accroissement de la durée du jour donc dû à la dissipation de l'énergie des marées au fond des océans d'environ 2 millisecondes par siècle, et d'un accroissement de la distance Terre-Lune de 3,8 cm par an. Oui, je n'ai pas donné là. Mais ce couple Terre-Lune a un autre effet essentiel qui a été découvert relativement récemment par un certain Jacques Lascar de l'Institut de mécanique céleste à l'Observatoire de Paris, c'est que le couplage fort qui existe entre la Lune et la Terre est finalement l'explication des faibles variations de l'obliquité de l'axe de la Terre, et ceci a un effet stabilisateur. On a vu que tout à l'heure que de faibles variations finalement de l'insolation de la Terre avaient des effets très importants sur le climat. Donc le fait que l'obliquité de la Terre soit très très limitée, de l'ordre d'1 degré, est un effet essentiel pour la stabilité du climat de la Terre. Alors, je vous ai parlé de la mesure de l'éloignement de la Terre et de la Lune. Eh bien, on utilise en particulier un système laser dont
des observatoires se trouve au-dessus de Grasse, au plateau de Calerne, et ces tirs laser permettent de viser des cibles qui ont été déposées par les missions russes et américaines des années 60 sur la Lune, et c'est ces mesures qui permettent de déterminer l'allongement progressif de la distance Terre-Lune. Alors les mêmes types de mesures sont faites également sur des satellites artificiels avec les mêmes systèmes, et c'est un moyen de positionner très précisément de connaître très précisément l'orbite des satellites artificiels. Alors, j'en arrive au couplage fluide Terre-Lune. Alors, bon, c'est illustré sur ce diagramme qui montre de manière schématique le fait que la Terre est en rotation, que les océans exercent une friction sur la Terre solide, que l'atmosphère exerce également une friction sur la Terre solide. On voit apparaître un terme gravitation. Alors ça, c'est pour mentionner le fait qu'il existe ce qu'on appelle un rebond post-glaciaire, c'est-à-dire des zones qui ont été écrasées par les glaces au cours des périodes glaciaires et qui progressivement reprennent leur donc remontent, et c'est le cas en particulier pour la Scandinavie. Alors, donc, la Terre interagit avec les trois couches fluides externes que sont l'atmosphère, donc l'atmosphère qui est libre de circuler tout autour de la Terre, les océans, qui d'une certaine manière sont limités dans leur mouvement à cause des continents, et les eaux continentales. Alors, en termes d'impact sur la vitesse de rotation de la Terre, c'est de l'ordre de quelques 100 millionièmes dans ce qui concerne la vitesse de rotation de la Terre, la vitesse angulaire, et ces mouvements des fluides ont également un impact sur l'axe de rotation de la Terre lui-même, comme nous allons pouvoir le voir. Alors, là, il s'agissait des fluides externes. Il ne faut pas oublier que la Terre contient également un noyau liquide qui lui-même va interagir avec la partie solide de la Terre et sera un des éléments perturbateurs, mais beaucoup plus difficile à appréhender que les fluides externes, et en particulier l'atmosphère. Alors, on signale également le fait que les marées dont je vous ai parlé affectent bien entendu les océans, mais ils affectent également la croûte de la Terre. C'est un mouvement de quelques dizaines de centimètres, 30 à 40 centimètres. Alors, un des éléments importants pour la suite, c'est le moment cinétique. Alors, je rappelle de quoi il s'agit. Si vous prenez une masse qui tourne autour d'un axe, une masse M, située à un rayon R de l'axe, on définit le moment cinétique comme le produit de ce rayon par la masse en question et par la vitesse de cette masse. Écrit autrement, on peut l'écrire autrement en fonction de la vitesse angulaire, donc en radians par seconde. Et à ce moment-là, ça s'écrit de cette façon-là, mr2, puisque la vitesse c'est r fois la vitesse angulaire. Et donc ça donne finalement un terme c qu'on appelle moment d'inertie, multiplié par la vitesse angulaire. Il est clair qu'il faut d'autant plus d'énergie pour faire tourner une masse à une vitesse angulaire donnée que le rayon est important.
Alors, ce qui est important pour comprendre comment la Terre interagit avec les fluides, c'est qu'il y a, en supposant, mais c'est une approximation qui est correcte, que le système Terre solide et fluide isolé, il y a ce qu'on appelle la conservation du moment cinétique. C'est-à-dire que si l'atmosphère accélère, eh bien, en retour, la Terre doit décélérer pour que la somme des moments cinétiques de la Terre et de l'atmosphère reste constant. Alors, des ordres de grandeur, le moment cinétique de la Terre H, compte tenu de la masse de l'atmosphère et de la distribution de l'atmosphère, le moment cinétique de l'atmosphère est bien entendu beaucoup plus petit que celui de la Terre solide, à peu près 1/1000e. Si on considère des variations de pression de 10 millibars, je devrais dire 10 hectopascal, donc disons d'un %, eh bien, ça fait une variation de l'ordre d'un 100 millionième. Et donc, on s'attend à avoir des variations relatives de la vitesse de rotation de la Terre de l'ordre d'un 100 millionième, c'est-à-dire une milliseconde, puisque la durée du jour, c'est environ 86 400 secondes. Comment ? Pardon. C'est pas la vitesse de rotation, je parle de la durée du jour. Et alors, pour étudier ce genre de phénomène, on dispose donc du Service international de rotation de la Terre, dont une partie importante est située à l'Observatoire de Paris. Et ce service international coordonne la détermination donc, routinière des irrégularités de la rotation terrestre et utilise en particulier comme moyen pour positionner très précisément la Terre dans son environnement trois techniques de base qui sont l'interférométrie à grande base, je vais vous en dire un mot très rapidement, à nouveau les tirs laser et les systèmes de satellites de positionnement, donc GPS et puis bientôt donc GLONASS russe et puis bientôt le système européen Galileo. Alors, l'interférométrie à grande base, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, ce sont des antennes de radioastronomie situées à de grandes distances, disons plusieurs milliers ou une dizaine de milliers de kilomètres, qui regardent le même astre très lointain, un quasar, et en combinant les signaux et avec de très bonnes horloges obtenues sur deux antennes, par exemple, on reconnaît d'une certaine façon le même signal aux deux points de mesure, et ça permet de déterminer la position du quasar avec une précision phénoménale, bien plus grande que celle qu'on a dans le domaine de l'optique. C'est de l'ordre d'un millionième de radian pour... Donc, c'est les positionnements les plus précis qu'on puisse obtenir. Donc, ça permet de pointer des astres connus et de repérer donc la Terre dans ce système de référence. La constellation GPS, je pense que vous devez tous savoir qu'il s'agit d'une vingtaine de satellites qui permettent, par triangulation, de se positionner très précisément. Et puis, donc, sur l'estimation des moments cinétiques, on peut dire que je suis entouré de spécialistes de la météo, qu'on dispose de moyens d'observation, en particulier satellitaires, extrêmement complets, qui permettent de
de déterminer le moment cinétique de l'atmosphère. On a vu que c'était une des quantités importantes, de manière permanente. Et je vais vous donner tout de suite des exemples. Et on compare d'un côté les observations météorologiques avec le moment cinétique qui est impulsé sur la Terre, d'une part, avec la mesure directe de la rotation de la Terre, et puis d'autre part, on regarde également les mouvements du pôle et dus au frottement des fluides sur la Terre, et on les compare aux mesures directes des mouvements du pôle. Alors là, je vous ai donné, et on pourra les chercher tout à l'heure si vous le souhaitez, parce que c'est accessible en direct, la période qui vous intéresse. On voit sur cette carte, sur ce diagramme, ce qui est porté, c'est l'écart mesuré en millisecondes entre la durée du jour, alors par rapport à 86 400 secondes, qui est la durée, qui était la durée du jour. Mais je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait un ralentissement progressif dû aux marées. Et ce qu'on voit, c'est donc en bleu ce que donnent les centres de météorologie, et en rouge les mesures astrométriques. Donc ce qu'on voit bien entre 2009 et puis il y a quelques jours, donc en 2013, c'est que l'essentiel des fluctuations de rotation de la Terre sont expliquées par les mouvements atmosphériques. Alors, donc ça, c'est à cette échelle de temps. Par contre, si on regarde sur une plus grande échelle de temps, entre 1970 et 2013, on retrouve toujours les mesures astrométriques en rouge et les mesures en bleu, les mesures, la part due à l'atmosphère. Alors effectivement, à courte échelle de temps, les fluctuations sont très corrélées, mais on voit bien que les fluctuations de l'atmosphère, en gros, sont restées du même niveau sur toute la période, donc sur une quarantaine d'années. Et on observe par contre, et c'est en fait la raison pour laquelle je me suis un peu intéressé à ce problème, le fait que les mesures astrométriques montrent que depuis, en gros, 1975, la Terre voit sa durée du jour diminuer, donc la Terre accélère et se rapproche progressivement du niveau de 86 400 secondes qui était le niveau de départ, mais c'est une référence qui remontait à, je crois, 150 ans. Et donc il y a un phénomène d'accélération de la Terre qui n'est certainement pas dû à l'atmosphère, puisque la composante atmosphérique est restée en moyenne à peu près la même, et certainement dû à d'autres processus donc internes à la Terre, mais qui pour l'instant ne sont pas expliqués. Alors, si on fait le bilan sur la durée du jour de l'excitation due à l'atmosphère, on voit que sur une base annuelle, alors le vert correspond à la partie atmosphère, le bleu à la partie océan et le bleu foncé à l'hydrologie. Donc, sur une base annuelle, l'essentiel des perturbations de la rotation de la Terre est dû à l'atmosphère. Si on regarde
sur une période supérieure à 2 ans, la partie océanique prend une part à peu près presque aussi importante que la Terre. Et par contre, et c'est certainement ce qu'on a vu dans le diagramme précédent, à plus grande échelle de temps, ce sont des processus internes encore mal connus qui dominent les perturbations de la rotation de la Terre. Alors une chose qui est assez intéressante à noter, c'est la précision astrométrique et son évolution au cours du temps. Vous voyez qu'en 1960, on était capable de déterminer les fluctuations de la durée du jour avec une précision de l'ordre de la milliseconde. Et actuellement, on est à pratiquement à 1 centième de milliseconde. Donc ça vous donne une idée des progrès qui ont été faits en astrométrie sur cette échelle de temps, compte tenu de tous les moyens GPS, VLBI et qualité des horloges dont on a un peu disposé actuellement. Alors maintenant, le mouvement du pôle. Là, vous avez le mouvement du pôle observé entre juillet 2010 et janvier 2009 et juillet 2010. Vous avez l'échelle de... Alors, j'essaie de me positionner, mais je trouve... Voilà. Là, vous avez 10 mètres de déplacement. Hein. Et donc, vous voyez qu'en gros, le pôle, à cette échelle de temps, se déplace d'une dizaine de mètres. Mais on peut regarder encore à une échelle beaucoup plus courte. On voit qu'on peut observer les fluctuations du mouvement du pôle au jour le jour. Et cette fois-ci, on passe à des déplacements qui se mesurent en centimètres. Alors, quand on essaie de voir la source de ces déplacements du pôle, pour expliquer, là à nouveau, on a en rouge les mesures astrométriques et en bleu la somme des mesures atmosphériques et océaniques. Alors on voit que pour le pôle, finalement, les océans jouent un rôle beaucoup plus important et physiquement, je pense qu'il est assez facile de comprendre pourquoi. L'atmosphère est libre de tourner autour de toute la Terre. Et alors que les océans sont contraints, donc on conçoit que, en ce qui concerne la rotation, ce soit essentiellement l'atmosphère qui, à court terme, soit le terme dominant. Par contre, pour le mouvement du pôle, c'est en quelque sorte les mouvements nord-sud qui sont importants pour faire basculer le pôle. Et l'atmosphère, à elle seule, n'est pas suffisante pour expliquer ces mouvements, mais connaissant les mouvements des océans et les mouvements de l'atmosphère, on arrive à très bien expliquer les mouvements du pôle, donc qui sont cette fois-ci expliqués en millisecondes d'arc. Alors, si on fait le bilan sur le mouvement du pôle, on va trouver que à moins de 200 jours, ce sont essentiellement l'atmosphère et les océans qui expliquent les mouvements du pôle. Si on regarde sur une échelle annuelle, les termes liés à l'hydrologie commencent à jouer un rôle non négligeable. Et quand on regarde à beaucoup plus grande échelle de temps, à échelle séculaire, à ce moment-là, on voit apparaître en particulier ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire, hein, ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que des régions comme la Scandinavie, progressivement, retrouvent un niveau, donc s'élèvent en altitude, lié à un phénomène d'élasticité de la Terre, le fait que les glaces aient disparu permettent à Scandinavie de retrouver leur niveau, entre autres. Et là, également, alors il y a un terme Chandler, si vous voulez, on pourra l'aborder, mais c'est bon.
En gros, c'est un terme de 400 et quelques jours. Dans tout système vibrant, il y a des modes propres, et on avait subodoré que la Terre avait ses propres modes propres, et c'est quelque chose qui a été mesuré, et c'est des modes qui sont donc excités par l'atmosphère et les océans. Alors là aussi, vous avez la précision astrométrique en fonction du temps. On s'aperçoit qu'on était capable de déterminer les coordonnées du pôle avec une précision de 10 cm en 1970, et on est actuellement à 0,1 cm. Alors, petit bilan. Donc, les marées solides et océaniques, donc une échelle de temps entre 12 heures et 18,6 ans, sont très bien modélisées. Le couplage noyau-manteau, qui est un couplage qui intervient sur des échelles de temps au-delà de 6 ans, est encore très mal connu. Il est beaucoup plus difficile de connaître les processus intervenant dans la convection terrestre. Et en ce qui concerne les couches fluides, donc atmosphère, océan et hydrologie, qui sont un mode dominant entre 12 heures et 2 ans, on a une très bonne, enfin comme vous avez pu le voir, une très bonne estimation à partir des modèles hydrométéorologiques. Alors, conclusion, les irrégularités de la rotation de la rotation terrestre s'explique en grande partie par les variations du moment cinétique des couches fluides externes. Et sont de l'ordre de la milliseconde. Les mouvements du pôle, donc de l'ordre de 10 mètres, sont bien expliqués en fonction des modèles d'atmosphère et d'océan et d'eau continentale. Et le point qui reste encore certainement à mieux connaître concerne les eaux continentales. Alors, je voulais dire merci à Joël. Alors, Nathalie, vous savez peut-être pas qui est Nathalie, mais c'est elle qui est qui est l'organisatrice depuis des années Tu es là, Nathalie? Donc, autour d'un micro. Et puis, Guy, c'est Guy qui a fait l'introduction. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Pierre, merci beaucoup.